Bonsoir Sophie Oconi. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes députée UDI de l'Indre-et-Loire, porte-parole du parti centriste. Vous avez également rejoint le collectif Accélérons la transition écologique et solidaire avec une centaine d'autres députés de toute sensibilité. Vous comptez peser dans le débat sur le climat. Et justement, la COP24, le sommet en Pologne pour le climat, vient de se terminer ce week-end. Un accord a été signé, mais sans aucun nouvel engagement chiffré. Alors, satisfaisant ou inquiétant ? Ça n'est pas satisfaisant, c'est sûr. Vous savez, il faut que nous mettions en œuvre un certain nombre de mesures fortes pour pallier, pour lutter contre ce réchauffement climatique dont on connaît aujourd'hui à la fois l'ampleur, mais aussi l'irréversibilité. Et aujourd'hui, la COP24 a écrit une forme de carnet d'application de l'accord de la COP21 dit accord de Paris, sans effectivement être très ambitieux et puis sans proposer d'autres mesures plus importantes pour le réchauffement climatique. Et oui, puisque vous le dites, Sophie Oconi, pas de nouvel engagement. La COP24 a validé un réchauffement climatique donc de plus 3 degrés, 2 degrés, 3 degrés. Oui. Tous les experts disent que ce n'est pas suffisant. On le sait aujourd'hui. On a vu l'explorateur Jean-Louis Etienne ce matin qui parlait même d'un gâchis énorme. Alors pourquoi est-ce qu'on n'avance pas plus vite ? Il y a des intérêts économiques qui aujourd'hui sont plus forts que les intérêts climatiques. C'est quoi, les lobbies ? Il y a des lobbies, il y a des pays riches aussi qui considèrent que leur développement est plus important qu'un frein à leur développement en vue de la gestion du réchauffement climatique. C'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, nous mesurons tous des dégâts et des conséquences de ce réchauffement climatique à travers les stress que nous avons vécus, soit des sécheresses de grande ampleur sur des territoires de plus en plus importants, y compris en France, mais aussi des inondations. Quand on voit juste avant cette émission le grand incendie de Californie, et puis l'ensemble des conséquences dont vivent, que subissent, je dirais plutôt, les habitants et surtout les populations insulaires qui voient de plus en plus de montée des eaux. Voilà, la montée des eaux, mais aussi tout ce qui est système de catastrophes naturelles. Les ouragans, les typhons, exactement, les je cherchais les termes. Mmh. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de conséquences, et pour autant, des chefs d'État, des chefs de gouvernement qui ne vont pas jusqu'au bout des décisions à prendre et de l'application d'un certain nombre de mesures fortes. Mais la France en premier, puisque les émissions de gaz à effet de serre ont continué d'augmenter en 2017. Oui, non, mais moi je vois un certain nombre de choses pour lesquelles nous ne faisons pas suffisamment. Je prends un exemple. L'importation de produits issus notamment des territoires asiatiques viennent par cargo, qui représentent des émissions de gaz à effet de serre colossaux, mais aussi de l'usage de gasoil, de fioul, etc. Oui, par avion aussi, le kérosène, exactement. Extrêmement polluant. Or, on ne taxe pas suffisamment tous ces moyens d'importation, et alors même qu'ils sont bien plus importants en gaz à effet de serre que les voitures qu'utilise la ruralité, par exemple, actuellement en France ou ailleurs. Donc il faudrait davantage, par exemple, taxer les trajets en avion, en cargo, sur le kérosène, ce genre de choses. De la même façon, vous avez vu que 1400 en France, 1400 entreprises parmi les plus polluantes sont relativement exonérées fiscalement. Et donc, moi, je considère qu'il faut qu'on aille dans l'esprit du pollueur-payeur et faire en sorte que ces entreprises soient taxées. Si on les taxait pour leur pollution, nous pourrions obtenir environ 4 milliards de recettes de fiscalité environnementale de la part de ces 1400 entreprises. Je vous rappelle que la hausse du carburant sur lesquels nous allons mettre un frein représentait 3,7 milliards de recettes. Donc, on arrive à équilibrer en faisant payer ceux qui sont réellement les pollueurs. Il faut qu'à un moment, le lobby de l'industrie et de l'économie arrive à son terme. Alors, on voit bien que c'est difficile de faire bouger tous les États, et alors qui plus est en même temps. Peut-être que la solution passe par les citoyens. C'est en tout cas ce que pense Greta Thunberg. C'est une très jeune femme, 15 ans. Elle est suédoise et elle a eu le cran de prendre la parole lors du dernier jour de la COP24. C'était en Pologne. Regardez-la. The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you. Maybe they will ask why you didn't do anything while there still was time to act. We have come here
to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people. Thank you. Le vrai pouvoir appartient au peuple. Il faut que ça soit une jeune fille pour que ça soit entendu qu'ils disent. Non, mais elle a entièrement raison. Je pense qu'aujourd'hui, nous mesurons de la fébrilité ou du manque d'engagement d'un certain nombre de chefs d'État ou de chefs de gouvernement. Moi, je pense que ce sont des initiatives citoyennes, cette petite pleine de courage et de bon sens à travers son message, mais aussi la marche pour le climat qui représente connu un vrai succès. Évidemment. Mais vous avez aussi la première réunion aux États-Unis des organisations non étatiques pour le climat, contre le réchauffement climatique, qui a été organisée cette année. C'est la première fois que des organisations non étatiques se réunissent ensemble pour essayer de... Tout ça, ça va dans le bon sens. Exactement, et c'est citoyen. Sophie Auconie, vous êtes députée de l'Indre-et-Loire, vous allez donc souvent sur le terrain. Vous avez rencontré des gilets jaunes tout autour de Tours, dans votre département. Comment est-ce qu'ils ont accueilli les annonces du gouvernement pour plus de pouvoir d'achat ? Alors, vous avez deux types de gilets jaunes, finalement. Moi, j'ai eu l'occasion de les rencontrer lundi dernier avec le sous-préfet de ma circonscription et mon collègue Pierre Louot, sénateur de l'Indre-et-Loire. Ils l'ont reçu, pour certains, comme un vrai signe et comme l'occasion, finalement, de quitter les ronds-points pour se mettre autour de la table de négociation et voir avec eux ce qui convient, ce qui ne convient pas et jusqu'où on peut aller. Et ça, je trouve que c'est une démarche d'ouverture qui est tout à leur honneur. En revanche, vous avez aussi des gilets jaunes plus radicalisés, qui considèrent, à juste titre d'ailleurs, que le gouvernement a mis beaucoup de temps à les écouter, trop de temps, une forme de mépris, d'arrogance, qu'ils veulent faire payer un peu par une forme de radicalisation. Moi, là, j'avoue que je ne soutiens plus à ce niveau-là, parce que je considère qu'il y a eu un pas de fait qui coûte 15 milliards d'euros aujourd'hui, qu'on n'a pas encore financé, mais qui mérite au moins qu'on se mette autour de la table. Alors, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, encourage les gilets jaunes à se dévoiler politiquement. Je le cite, « Pourquoi pas s'organiser pour les prochaines élections européennes ?» Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Il faut qu'ils sortent du bois, qu'ils s'organisent en parti politique, ou ce n'est pas le sujet ? Non, je pense qu'effectivement, il est important et opportun que les Gilets jaunes participent à la campagne. Je pense qu'il est important et opportun que dans une démarche citoyenne, ils s'associent effectivement à des listes aux européennes qui permettraient que chacun des partis représentés, eh bien, il leur apporte une valeur ajoutée, que les Gilets jaunes apportent une valeur ajoutée à chacun des partis qui vont être présents à travers des listes. Pour autant, je pense que il serait pas forcément très constructif d'aller dans le sens d'une liste, dans la mesure où on voit... Pas une liste gilet jaune. Plutôt non, parce qu'on voit combien ils ont du mal listes. à s'entendre sur la politique qu'ils veulent mettre en œuvre, sur la stratégie qu'ils veulent mettre en œuvre, sur leur structuration, et que ce serait brouiller le message, alors même qu'on pourrait tout à fait les associer dans cette campagne à travers les différents partis. Vous parlez d'éventuellement les associer. L'UDI... en tout cas, s'organise pour les élections européennes, puisque votre parti tenait congrès ce week-end. Vous avez officialisé une liste propre, avec en tête de liste votre président, Jean-Christophe Lagarde. Vous avez décidé de faire cavalier seul et ne pas vous associer à une grande et vaste liste unique pro-Europe autour d'Emmanuel Macron. Pourquoi ? En fait, même si, effectivement, nous avons, avec le programme LRM, des convergences d'un point de vue de nos initiatives, des valeurs que nous portons, pour autant, nous sommes, pour une politique sociale, mais aussi pour une politique d'initiative, pour une Europe de politique régalienne, c'est-à-dire la défense, l'immigration, l'agriculture, la transition écologique et le climat. C'est pas ce que fait La République En Marche. La République En Marche est clairement sur une Europe de marché, une Europe libérale de marché. On a ça depuis des années et on voit combien aujourd'hui, le résultat, c'est un populisme qui monte dans tous les États membres. Un dernier mot très rapidement. Pour le moment, vous êtes crédité de 3% d'intention de vote. Il faut atteindre les 5% pour avoir un élu à Strasbourg. Est-ce que vous pensez que vous allez les atteindre ? Mais bien sûr, nous avons aujourd'hui une offre politique de qualité qui va de le centre réformateur, mais qui ne se satisfait pas de la verticalité des En Marche, jusqu'à une droite modérée qui ne se satisfait pas des discours caricaturaux de l'actuel LR. Merci Sophie Auconie, députée UDI d'Indre-et-Loire et merci porte-parole du Parti centriste. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux.